L'argent est une croyance collective, ça n'existe que parce que beaucoup de personnes y croient au même moment. Quand tu dis ça à 13 ans, tu te dis putain, mais j'ai pas envie de passer ma vie à avoir une vie de merde pour gagner de l'argent, sachant que l'argent c'est fictif quoi. Entrepreneur à 12 ans et auteur à 16 ans, Elliot Meunier est mon invité cette semaine. C'est beaucoup plus facile de se laisser porter parce que la vie veut de nous et de faire notre mieux avec la situation qui est devant nous que d'essayer d'appliquer des préférences personnelles, tu vois. Elliot ne fait rien comme les autres. À 7 ans, il se met à la danse classique puis intègre le prestigieux Opéra de Paris. À 12 ans, il se lance dans l'entrepreneuriat en commercialisant des photos imprimées en 3D, puis teste différents business sur Internet. À 14 ans, il tombe amoureux de la lecture et lit plus de 50 livres par an, mais il est frustré. Il a le sentiment de ne rien retenir. Comme il ne fait jamais les choses à moitié, il étudie différentes méthodes de gestion de connaissances, puis crée la sienne, qu'il présente au grand public par un livre, Arrêtez d'oublier tout ce que vous lisez, et par son école de formation en ligne, Atomic Thinking. Vous l'aurez compris, Elliot Meunier est un passionné de connaissances, qui ne se met pas de limites et qui explore ses curiosités avec un enthousiasme contagieux. La composante fondamentale de la vie, c'est être avec des gens que t'aimes, faire des activités que t'aimes et être dans des états de présence où t'es pleinement immergé dans l'instant présent, dans la réalité, tu kiffes, t'es dans l'amour, enfin, c'est ça la vie quoi. Comment mettre sa curiosité au service de ses projets? Pourquoi sommes-nous accros à nos téléphones? Comment faire partie du top 1% de son domaine? Autant de sujets que l'on aborde dans l'épisode. Je suis ravi de vous inviter à découvrir ma conversation avec Elliot Meunier. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire que j'envoie 2 fois par mois une newsletter qui récapitule 3 enseignements de sagesse à retenir de chaque épisode pour que vous n'ayez pas besoin de prendre des notes. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute. Bon, salut Elliot. Salut Elliot. C'est vrai que c'est très bizarre du coup comme début de podcast, mais ça fait plaisir. Bienvenue sur Sagesse Moderne, le podcast qui part à la rencontre des explorateurs et exploratrices de la connaissance pour nourrir notre quête de sens et mieux comprendre notre époque. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'accueillir ici dans mon petit studio de fortune. Comment ça va d'abord? Ben moi ça va super, je suis de passage à Paris, je reviens de Thaïlande, là je suis super bien et merci pour l'invitation. Au plaisir, ça fait trop. Enfin, je suis content de te recevoir. Ça fait un moment que je te suis et que on s'est rencontrés en vrai aussi dans ton lieu dans le sud qui est génial. On en parlera peut-être après. Mais pour commencer, on va parler un peu de ton parcours. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Ouais bien sûr. Alors moi j'ai 19 ans à l'heure actuelle et j'ai principalement une entreprise qui s'appelle Atomic qui aide les gens à vivre de leur créativité, à la fois en gérant mieux leurs connaissances, en apprenant comment mieux utiliser des médiums créatifs comme la vidéo, le storytelling, l'art et autres. Donc ça c'est ma boîte quoi, principale. Et sinon après moi je suis passionné par la danse, le mouvement, la méditation, la conscience, le psychédélique, toutes ces choses-là dans cette terre de recherche. Ah, c'est top. On va parler de tout ça parce que c'est vrai que c'est des sujets profonds aussi qui font partie de tout ce questionnement aussi que j'ai par rapport à la fameuse quête de sens. On va revenir un petit peu sur ton enfance. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais l'enfant qui répond parfaitement aux critères que les parents attendent et puis l'école quoi. Donc j'ai toujours été un peu premier de la classe et tout. Mais en dehors de ça, j'ai toujours été très curieux, très à la recherche de trucs différents quoi. Je pense que j'ai lu les livres genre Sapiens, Le Cygne Noir et tout, je pense que j'avais 12 ans, un truc comme ça. Ok. Donc c'était tu vois, très tôt par rapport aux autres. Puis j'ai très vite créé ma boîte à 12 ans et tout, donc pareil quoi, c'était toujours une démarche de curiosité, suivre ma curiosité quoi. Incroyable, ça me parle beaucoup. Ouais, C'est mon mantra. Donc, mais effectivement, moi, c'est marrant parce que j'étais comme toi, tu vois, vraiment toujours super bon élève, etc. Bon, j'ai mis un petit peu plus de temps à explorer mes curiosités comme tu l'as fait, mais c'est incroyable à 12 ans. Tu as commencé à entreprendre à 12 ans, ouais, c'est ça? En vendant des photos imprimées en 3D. Oui. Comment tu en es arrivé là si jeune en fait? YouTube, vraiment, moi je suis super reconnaissant de ce média quoi. J'étais addict, je regardais plein de vidéos en plus dans la sphère des makers, etc. C'est vraiment courant. Et après, bah voilà, vouloir gagner de l'argent pour acheter une nouvelle imprimante 3D, un nouveau Mac, un nouveau truc. Et donc voir, putain, je peux vendre des photos imprimées en 3D, ça marche aux États-Unis. Pourquoi je ferais pas ça avec mes parents, les amis de mes parents, les trucs comme ça au départ. Puis après, les gens en local. Ouais, ça s'est fait très organiquement, surtout dans le besoin de vouloir un peu avoir de l'argent pour faire plus de projets. Ok, c'est fou, c'est fou. Et après ensuite, tu as essayé plein de choses, tu as fait un peu de dropshipping, tu as lancé un blog numéro 1 sur la danse, enfin qui est devenu numéro 1. Pourquoi tu n'as pas continué par exemple ce blog sur la danse alors que c'est ta passion et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Ouais, bien sûr, bah, ça a été une expérience vraiment transformatrice pour moi parce que je l'ai commencé quand j'avais 14 ans et du coup à 14-15, j'allais quasiment tous les soirs faire des critiques de ballet
tu sais, dans cette posture de je suis le critique, je vais faire une review, premier rang, tout ça, puis faire les interviews des chorégraphes après. Et, tu vois, c'est une posture quoi, que tu apprends à prendre. C'est aussi une. Quand tu as 14 ans, tu connais rien à la vie, quoi. Et toi, tu es là en train d'interviewer. Donc, moi, c'était super formateur. Et après, ce qui était encore mieux, c'est que le confinement est arrivé, donc ça m'a amené à écrire un livre sur les étirements, un journal sur la danse. Donc, je commençais à gagner de l'argent avec ça, à commencer à pouvoir vraiment en vivre. Et donc ouais, ça m'a montré que purée, la création de contenu est assez fascinant. Cette rencontre humaine est fascinante. Et on peut vivre d'une activité, quoi, simplement avec un petit e-book à 6 euros, tu réponds à une demande. Donc voilà, c'était une expérience vraiment formatrice. Et pourquoi j'ai arrêté? C'était un événement un peu tragique dans ma vie. C'est que ma professeure de danse de l'époque m'a appelé, m'a convoqué, quoi, limite, avec mes parents, parce que j'avais publié une vidéo où je donnais des conseils en danse. Des conseils sur la posture, l'anatomie, etc. Et elle avait l'impression de se faire plagier. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est des conseils courants qu'on voit partout en danse, qu'on lit dans les livres, etc. Mais je sais pas, elle avait un truc d'ego, en tout cas, parce que j'étais son protégé, ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'était assez violent, parce qu'elle m'a traité Enfin, tu vois, elle m'a dit, faut que tu ailles te faire aider, j'ai jamais vu ça pour quelqu'un de ton âge et tout, et que t'as pas beaucoup de discernement à cet âge-là, quoi. Donc moi, j'ai juste plus voulu toucher à ce blog. Okay. Je me suis même pas reconnecté à l'admin depuis. Et j'ai tout laissé de côté. Et je faisais ça qu'un ami, lui aussi, a arrêté parce qu'il voulait pas faire ça tout seul. Donc bam, on a un peu dégagé le projet. Et en fait, 6 mois plus tard, je créais ce qui est devenu Atomic, quoi. Donc, Ok, incroyable. Et justement, Atomic, c'est venu parce que tu as commencé à lire de plus en plus? C'est ça, à cette époque-là, ouais, je lisais déjà énormément. Ok. Peut-être 50 livres par an. Donc c'était vraiment une grosse passion pour moi, quoi, m'émanciper par la lecture. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, moi, à la base, Atomic, c'était aider les gens à prendre des notes. Parce que comme je lisais énormément, j'en avais marre d'oublier tout ce que je disais. Ouais. J'avais envie de créer un bon système de prise de notes. Et donc, j'ai geeké le truc à fond jusqu'au point où je pense développer un des meilleurs systèmes en francophonie, et même dans le monde. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à le partager sur YouTube et puis en vendant des formations. Et en fait, au bout de 3 mois, le truc, il gagnait déjà 10 000 € par mois parce que c'était un product market fit évident, quoi. Et puis une méthode innovante, j'étais le seul en France à faire ça, quoi. Incroyable. Donc ouais, ça a marché super vite et honnêtement, c'était un coup de bol, quoi. C'était le time to market parfait, okay. Tout parfait, quoi. C'est fou. Et ça t'est venu d'où, tu penses, ce goût pour la lecture, voilà, la quête de connaissances, etc. Est-ce que tu saurais dire d'où ça vient? Ouais, bah, moi j'adorais améliorer ma compréhension du monde, quoi. Me dire, ah ouais, ok, il y a... En fait, tu vois, disons que je sentais, moi, de mon côté, que ce que les adultes me proposaient, c'était pas ce que je voulais vivre, quoi. L'argent, mais c'est quoi l'argent? Pourquoi l'argent? En fait, pourquoi j'aurais un métier? Les études, mais pourquoi ce système? À la base, on est juste des animaux. Tu vois, j'avais ces trucs-là, tu vois, en moi. Et donc, le fait de pouvoir lire, ça me permettait de par les concepts, m'émanciper de ce qu'on m'obligeait à faire. Donc, tu vois, lire, par exemple, j'en sais rien, moi, des livres sur l'argent, Sapiens, des choses comme ça, ça m'a transformé. Je me suis dit, putain, en fait, l'argent est une croyance collective. Ça n'existe que parce que beaucoup de personnes y croient au même moment. Ça, quand tu lis ça à 13 ans, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai pas envie de passer ma vie à avoir une vie de merde pour gagner de l'argent, sachant que l'argent, c'est fictif, quoi. Donc voilà, tout ça, ça m'a forgé. Et après, voilà, moi, j'ai tellement adoré continuer à gagner en étendue intellectuelle. Okay. Que après j'ai lu sur la complexité, j'ai lu sur les systèmes, j'ai lu sur les modèles mentaux, la persuasion, la psychologie, les neurosciences, pour comprendre comment les gens fonctionnaient. Et je trouve que c'est vraiment un super moyen d'émancipation. Enfin, personne fait ça en fait aujourd'hui. Donc le fait de le faire, moi ça me donne aussi une sorte de pouvoir peut-être pour comprendre les gens, comprendre comment le monde fonctionnait, la macroéconomie, les trucs et m'émanciper de tout ce que les gens disaient, quoi. Incroyable. Tu deviens plus influençable aussi. Tu vois, ouais. Un truc, Ok. Donc à cette époque-là, j'avais besoin de ça. Aujourd'hui, je ne dis plus autant. Mais... Ok. Et mais malgré tout, tu es quand même une des personnes les plus curieuses que je connais, tu vois, d'aller creuser comme ça, etc. Et comment tu fais pour entretenir cette curiosité qu'on peut perdre, en fait, des fois quand on arrive à l'âge adulte où on devient un petit peu plus peut-être blasé, ou moins, tu vois, là, tu as vraiment une curiosité qui te pousse à creuser les sujets. Comment tu fais pour entretenir ça? Je dirais que c'est vraiment un truc de... avoir l'espace dans sa vie où tu te laisses la suivre, tu vois. Okay. Pour moi, la créativité, elle vient un peu d'en dehors de moi, quoi. Des fois, j'ai envie de m'intéresser à des sujets, je sais pas trop pourquoi, mais je le fais, quoi. Okay. Genre, quand j'ai fait Vipassana, une retraite de méditation, au début de la retraite, il disait, le Goenka, le gars,
En fait, si vous êtes là, c'est que vous avez eu la graine de Vipassana en vous, tu vois. Ok. Vous avez tous entendu le mot Vipassana, ça a résonné avec vous même avant de savoir ce que c'était, tu vois. Et pour moi, c'était le cas, et pour la plupart des gens là, c'était le cas aussi, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que les sujets par lesquels on est intéressé, notre curiosité, elle vient pas forcément de nous, tu vois. C'est vraiment je sais pas, la vie qui nous guide à nous intéresser à certains sujets, à d'autres sujets, etc. Hmm. Donc moi, aujourd'hui, c'est comment je m'y connecte, c'est un truc vraiment un peu en dehors de moi. Quand quelqu'un va me parler d'un truc, je vois que ça résonne de ouf. Ok. Bam, je vais me dire, ok, je lis un livre dessus, je me laisse l'espace pour y aller, ça va m'emmener vers autre chose, vers autre chose. Et c'est vraiment suivre ce flow de la vie, quoi. Ok. Des gens qui te parlent de trucs, de toi qui lis des trucs dans des podcasts, qui t'inspirent à aller plus loin. Et oui, s'autoriser à effectivement y aller et rentrer dedans, quoi. Ouais, ça c'est intuitif quoi. En gros. C'est ça. Mais en fait, la curiosité est à l'origine du coup de mes connaissances, qui est à l'origine de mes projets, qui est à l'origine de mes rencontres. Hmm. Donc en fait, suivre cette curiosité, ça forge ma vie, quoi. Ah, génial. Ouais. Ouais, ça me parle énormément. Et est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie justement? C'est une grande question, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Bah oui, en fait, moi, un des livres qui m'a le plus marqué cette année, c'est The Surrender Experiment, d'un mec qui s'appelle Michael Singer, qui en gros dit, lui, ma philosophie de vie, c'est simplement de me laisser aller au plan de la vie que la vie a pour moi, quoi. C'est-à-dire qu'il dit, si un arbre peut naître d'une simple graine, tu sais, si un humain peut naître d'une cellule d'ADN qui contient tout le code dans chaque cellule, enfin, la vie est magique, quoi. Alors pourquoi on penserait que nous, on peut manifester des trucs, faire apparaître des trucs, tu vois, Non, je veux dire, on fait partie d'un écosystème beaucoup plus grand, beaucoup plus macro, tellement macro qu'on ne peut même pas l'imaginer dans notre cerveau, tu vois. On est une pièce du puzzle magique qui se passe, quoi. Okay. Et donc, dans cette philosophie-là, où la vie a un plan pour nous, quoi, c'est beaucoup plus facile de se laisser porter par ce que la vie veut de nous et de faire notre mieux avec la situation qui est devant nous que d'essayer d'appliquer des préférences personnelles, tu vois. Tu vois, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me propose de créer un nouveau projet, bah, même si je me dis non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de créer de projet, moi j'ai envie de partir à la retraite, machin, mes préférences personnelles, je vais me dire putain, ok, la vie veut ça de moi, j'y vais, je crée ce projet, je vais voir ce que ça donne. Okay. Et je vais voir ce que ça donne. Et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, d'être dans cette philosophie de vie-là, ça te met dans une sorte de flow, un élan de vie, qui fait que ta vie est fluide, qui fait qu'il y a plein de projets qui naissent, qui fait que dès que tu as besoin d'un truc, ça arrive, quoi. Okay. Et moi, depuis que j'ai décidé de faire ça, quoi, de me dire, bon, ok, je sais pas où je vais habiter, tiens, là, je vois une vidéo sur une tiny house, ça résonne, une tiny house, je l'achète. Enfin, Charlie me dit, viens chez moi, j'habite chez lui. On me dit, on construit une salle de danse, je construis une salle de danse. Enfin, tu sais, ma vie, c'est ça, quoi, c'est que des... Je vais voir où la vie me mène, quoi. Okay. Bah, la vie est fluide, la vie est magique. Donc, est-ce que j'ai trouvé ma voie? Je pense qu'il n'y a pas une voie définitive. Par contre, est-ce que j'ai trouvé ma philosophie de vie, comment j'ai envie de vivre ma vie? Oui, je pense. Pas chercher à designer une philosophie de vie, mais simplement me dire, je m'abandonne à l'élan de la vie en abandonnant mes préférences personnelles. Même si ça me fait pas plaisir sur le moment. Un peu comme Steve Jobs disait, you will connect the dots later. Carrément, voilà. Carrément. Ok, trop bien. Et toi, tu as tout appris, beaucoup appris grâce aux livres et à Internet, tu le disais. Est-ce que tu penses que c'est un peu une nouvelle manière de se former qui devient de plus en plus en fait essentielle à mesure que le monde évolue de plus en plus vite? Est-ce qu'aujourd'hui on va devoir, est-ce que demain, dans 10 ans, on sera tous amenés à se former sur Internet pour rester à jour en fait d'un point de vue des compétences? C'est une question un peu. Ouais, je pense. un peu pro, mais ouais. Bah, je dirais qu'il y a deux questions. Il y a deux parties quoi, dans l'apprentissage. Je trouve que pour devenir dans le top 1% d'un intellectuel dans un domaine, il y a une seule manière de faire, c'est retourner à la source, aux prémices, donc aux études scientifiques si tu es dans un domaine scientifique, ou voilà, prendre tous les concepts qui ont été créés dans cette thématique, les diviser, les comprendre individuellement, les intérioriser, les déconstruire, pour ensuite pouvoir être agile et remanier ces concepts. Okay. Donc ça c'est la première partie, ça je pense que ça se fait beaucoup par les livres. Ça se fait par une compréhension globale, macro du sujet, grâce à une carte mentale du sujet, tu as cartographié tout le sujet, tu sais ce qui se passe. La compréhension détaillée de tous les mécanismes, de tous les concepts sous-jacents à ton sujet. Voilà, donc ça c'est la base. Et ensuite, tu as la partie Internet qui va vraiment jouer un rôle dans le fait, pour moi, de rester à jour, quoi. Toute personne qui veut être brillante intellectuellement dans un domaine se doit d'avoir une bonne veille avec des bonnes sources fondées sur de bons prémices, quoi. Qui lui vient dans son flux d'actualité personnalisé, quoi. Donc moi j'ai un Feedly où il y a sur tous les domaines sur lesquels je m'intéresse des articles qui me viennent tous les jours pour que je reste informé, quoi.
Et par exemple, la biologie, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Du coup, comment j'ai appliqué ça? J'ai cartographié tout le sujet de la biologie pour comprendre c'était quoi les différentes échelles d'analyse, qu'est-ce qui existait dans le domaine. Ensuite, j'ai lu un livre de 1600 pages pour comprendre chaque concept, les diviser. Je les ai tous mémorisés pour être sûr de pouvoir ensuite lire des études scientifiques en comprenant réellement tout ce qui se passait, quoi. Et maintenant, j'ai un flux d'actualité personnalisé. Voilà, donc je pense que c'est pour se former, il faut d'abord passer par cette phase d'intériorisation de tous les concepts, mais derrière, pour rester informé et tout, pour moi, ouais, Internet, c'est génial. Après, est-ce que tout le monde va tous se former par l'IA dans le futur, etc. Moi, j'y crois pas. Ou tu seras intellectuel bas niveau. Voilà. Ok. Ok. Et justement, toi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu arrives à utiliser le levier Internet et tout ce qui est disponible sur Internet sans en devenir esclave. Tu vois, tu arrives à l'utiliser intelligemment sans que ça vienne te pourrir ton quotidien avec les notifications, en étant toujours dessus de manière compulsive. C'est quoi ton secret pour utiliser Internet justement sans en devenir un peu esclave? Hmm. C'est une bonne question. Euh, je dirais que, en réalité, quand j'ai une vie qui est moins intense, moins intéressante, avec des moins bonnes relations, je retombe comme tout le monde sur YouTube et j'en redeviens un peu esclave, quoi. Ok. Quand j'ai une vie qui est palpitante, avec des bonnes relations, qui est bien équilibrée, avec des activités de la nature et tout, bah, je suis jamais sur mon téléphone, je suis jamais sur mon ordi. Donc en fait, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire, quand tu te crées une bonne vie, t'es pas sur ton téléphone, quoi. Intéressant. Tu vois? Ok. Un truc un peu comme ça, quoi. Ouais. Mais après, en dehors de ça, est-ce que j'ai des conseils et tout? J'utilise pas de bloqueur de temps, j'utilise rien, tu vois. Juste le truc qui est très utile pour, je pense, s'enlever d'une quelconque addiction, c'est de méditer pour avoir un moment d'auto-observation au moment où tu as la pulsion d'aller sur ton téléphone et de te journaler pourquoi tu as eu cette impulsion. Ah, j'ai voulu aller sur mon téléphone, je me sentais comme ça partait de là. Ok, tu le notes, tu l'observes, tu le laisses passer. Et en fait, tu fais ça pendant 2 semaines d'affilée, tu n'as plus d'addiction en fait. Ok. À rien. Ok. Là, te placer en position d'observateur et puis en position de réaction par rapport à une pulsion, Ouais. c'est la seule solution en fait pour Ok. s'enlever de n'importe quelle addiction, quoi. Ok, donc ouais, prendre un temps de recul, méditer, respirer, voilà, prendre le temps, et ensuite un peu s'auto-analyser en essayant de déconstruire, en prenant des notes, etc., en écrivant en fait qu'est-ce qui est la source du problème, quoi. Exactement. Ok. Mais comme tout en réalité, hein. Ouais. Toutes les traditions de méditation, que ce soit le zen, que ce soit vipassana, enfin tout ce qui existe dans la spiritualité, c'est exactement ça, quoi. C'est rester dans le siège de l'observateur, observer qu'il y a des choses qui se passent, des émotions qui arrivent, des envies, des aversions, tout ça. Observer, laisser passer, avec équanimité, sans jugement. Ok. C'est tout. Et plus tu te détaches de ça, plus tu restes dans la position de l'observateur, plus tu trouves la paix, en fait, au fond de toi, plus tu apprends les mécanismes de ton ego, quoi, de qui t'es, et après, plus tu atteins la paix, et donc le samadhi et tout ce qui en suit, quoi. Trop bien. T'as 19 ans et t'as déjà fait ta crise de la trentaine, puisque dans le sens où tu pars déjà t'installer à la campagne, où tu es en train de construire une salle de danse, hein, parce que t'as tout un projet autour de ça. Pourquoi ce choix? Bah, c'est très empirique, je dirais. Ok. Moi, je me sens bien dans la nature, quoi. Ok. Ouais, moi, je suis très... Enfin, j'ai beaucoup de... Enfin, venant de la danse, de la méditation, etc., j'essaye de porter beaucoup d'importance à comment je me sens d'un point de vue énergétique dans mon corps. Est-ce que c'est fluide? Qu'est-ce qui se passe? Quel niveau d'énergie j'ai, etc. Et factuellement, à la campagne ou dans la nature, je me sens peut-être 4 fois plus uplifted, avec plus d'énergie, plus de créativité, plus d'élan de vie, plus d'amour que dans la ville, quoi. Donc, bah, pourquoi je vivrais ma vie en ville, quoi? Non, je préfère être à la campagne, je préfère voilà, être dans ce... Donc, du coup, dans le design de ma vie, pour moi, c'est impensable de me dire j'habite en ville plus d'une semaine par mois ou 5 jours pour des trucs business, quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai designé ma vie comme ça. Et ouais, du coup, j'ai intégré un éco-village déjà existant. Et dans cet éco-village, moi, ma touche, ça a été de co-construire avec Charlie, que tu as rencontré dans le chantier, une salle de danse dans ce lieu-là, quoi. Ok, ok, trop bien. Et il y a un concept que tu utilises pour designer un peu ta vie, c'est le concept de phase de vie. Ouais. Je trouve ça top. C'est quoi en gros? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'utilise le concept des phases de vie pour m'organiser principalement. L'idée, c'est simplement de dire, au lieu de s'organiser par des unités arbitraires comme un trimestre, un mois, un truc, qui correspondent à rien en fait pour toi en tant que personne, bah, tu vas commencer à t'intéresser à dans quelle phase de vie je suis.
Pour donner un exemple, par exemple, des fois, moi j'ai des phases de vie qui sont très extraverties. Je sens que j'ai envie d'aller voir plein de monde, de faire la fête, de m'immerger dans un sorte de bain de foule, de faire plein de rencontres avec des gens, je sais pas, d'avoir plein d'amoureuses, des trucs. Enfin, c'est ma phase de vie, quoi. Ok. Mais à un moment, ensuite, je sens que ça va switcher, l'énergie va être plus en mode ah, en fait, je suis fatigué de tout ça, j'ai envie d'être tout seul à la campagne, dans ma tiny house, à lire des livres. Et en fait, on a tous ces phases-là, tu sais, qui passent comme ça. Donc, laisse simplement d'être à l'écoute de ces phases-là. Et dès que tu sens un changement dans ton énergie, t'ouvres une nouvelle phase de vie. Donc, moi, je le matérialise comme un dossier sur mon logiciel de prise de notes. J'ouvre une phase de vie. Je crée la lettre d'intention de ma nouvelle phase de vie. Dans cette phase de vie, mon objectif, ça va être d'être seul avec moi. Je vais l'appeler, par exemple, reconnexion avec l'enfant intérieur. J'en sais rien. Moi, j'aime bien donner des noms un peu perchés comme ça. Et ouais, moi, journée idéale dans cette phase de vie, ça va être ça, etc. Donc, je design en fait la phase de vie, sur comment je vais la faire. Et je clôture la phase de vie précédente en relisant tous mes journalings, tout ce que j'ai fait, et en faisant un bilan, quoi, avec quelques questions. Et pour moi, ça me donne beaucoup de clarté parce que les moments de transition des phases de vie, c'est souvent des moments où tu te sens pas hyper bien quand même, tu vois. Enfin, t'es un peu. Donc, le fait de pouvoir faire ce journaling, ça te recentre, ça te reclarifie dans ce que tu veux vivre et ça te rend reconnaissant de ce que tu as vécu. Donc voilà, moi c'est un truc qui marche super bien pour moi. Et du coup, après, je fais mes objectifs en phase de vie, je fais tout en phase de vie en fait. C'est trop bien parce que je trouve qu'on a tendance parfois, naturellement, ou en tout cas dans la société, à essayer de. Enfin, on essaie d'être. On est souvent réduit à un personnage, tu vois, où on devrait éventuellement coller à une certaine forme, une manière d'être qui devrait être en fait notre identité. Et je trouve que c'est une bonne manière justement de contourner ça en étant justement en changeant en fait en fonction de ses ressentis, etc. Être plus à l'écoute de soi sans rentrer dans un personnage qui peut nous enfermer parfois. Et voilà. Et du coup, tu as parlé de la méditation. Tu as fait une retraite méditation Vipassana. Donc en gros, pour expliquer, c'est une retraite de 10 jours où tu passes ta journée à méditer et tu n'as pas le droit de parler, de lire, d'écrire en gros, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu as appris en fait de cette expérience? Bah, ça a été une expérience transformatrice pour moi, vraiment. En fait, ça m'a vraiment mis dans une autre dimension, quoi. Donc concrètement, dans la retraite, tu médites 11 heures par jour, tu te lèves à 4h30 du matin, tu médites à partir de là jusqu'à 21h le soir, quoi. Donc tu fais que méditer toute la journée. T'as pas le droit de parler, tu regardes pas les autres dans les yeux, donc c'est une expérience qui est profondément intense, qui te challenge énormément dans les conditions, mais qui est nécessaire, cette intensité, pour aller justement à des strates de plus en plus profondes de la compréhension de toi et la compréhension du monde, de ce qui existe. Donc moi, ce que ça m'a apporté, c'est déjà une nouvelle dimension dans ma méditation. C'est-à-dire qu'avant, quand je méditais, c'était peut-être 20-30 minutes, concentré sur le souffle, mais tu sais, j'avais beaucoup de pensées qui venaient, comme tout le monde, quoi, tu galères un peu. Ouais. Bah là, ça m'a vraiment appris à méditer, quoi, Vipassana. C'est-à-dire, en fait, les 3 premiers jours, effectivement, tu as beaucoup de pensées qui arrivent, etc. Peut-être les moments où tu arrives à rester concentré, c'est peut-être 10-15 secondes, puis tu repars 2 minutes. Au bout de 2 minutes, tu te rends compte que tu as divagué et tu reviens 15 secondes. Ça, c'est ce qui se passe pour la plupart des débutants, voire encore moins, tu sais. Petit à petit, tu arrives à faire 1 minute de concentré, 30 secondes de pensée. Puis après, petit à petit, tu arrives à avoir 1 heure de méditation en full focus. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est donc déjà apprendre à méditer et apprendre que tu peux aller au-delà, etc., dépasser les blocages du débutant, ça, c'était extraordinaire pour ça. Et après, sinon, il y avait vraiment Enfin, en fait, j'ai plongé de plus en profondeur dans ce que c'était l'énergie, quoi, en fait. Okay. Le corps énergétique. Parce que la méthode Vipassana, l'idée, c'est de scanner ton corps de haut en bas comme ça, en observant ce qui se passe. Mais à mesure que tu scannes, tu deviens de plus en plus précis dans ce que tu scannes. Si bien qu'au bout d'un moment, tu sens plus des sensations ou des parties du corps, je sens mon oreille, je sens mon truc, mais tu sens des flux d'énergie qui passent comme ça. Puis après, tu peux concentrer le flux d'énergie, tu peux l'amener tout dans la main, puis après, tu peux l'amener tout dans la tête, puis tu peux l'amener tout dans le pied, puis tu peux le concentrer dans ton cœur, faire un énorme truc de gratitude, tu peux le faire passer dans ta colonne. Donc c'est waouh, j'ai un corps énergétique, je peux jouer avec l'énergie, les autres le ressentent, je ressens l'énergie de la pièce, je me connecte à une nouvelle dimension de la réalité. Putain, déjà c'était ouf, ça, tu vois, une grande révélation pour moi. Après, tu vois, comment je l'utilise, enfin moi du coup ça m'a énormément nourri, comment je l'utilise dans la danse, comment je l'utilise dans la créativité, donc ça c'était une grande découverte aussi, le corps énergétique.
Et après, je pense que l'enseignement principal de Vipassana, c'est l'équanimité, c'est-à-dire le fait d'observer sans jugement, parce que tu scannes ton corps, et chaque fois que tu as une douleur, parce que tu as énormément de douleurs, tu t'assois 11 heures par jour en tailleur, tu peux pas imaginer les douleurs atroces que tu ressens. L'idée, c'est de les observer et de ne pas les juger, de ne pas en avoir peur, de ne pas être en craving, en désir des sensations agréables, ni en aversion des sensations désagréables, mais d'être dans l'équanimité, la position sans réaction, d'observer et de dire « Ah, j'ai une énorme douleur dans le bas du dos, très bien ». Tu reviens dessus, « Ah, elle a amplifié, très bien ». Ah, et en fait, tu te rends compte que ça va passer fondamentalement. Et l'idée, c'est de transposer cette manière de réagir dans l'équanimité sans réaction à ta vie de tous les jours. Ah, je suis dans la queue, ça commence à m'énerver, à l'habitude j'aurais été un peu nerveux, ah non, ça va passer, peu importe la vie. Et aujourd'hui c'est pareil, quoi. Il y a un événement qui arrive, c'est bon, ça va passer, ça va. Donc t'es en paix en fait, donc c'est vraiment de la paix que ça m'a appris et une nouvelle manière de voir les choses. Ouais, lâcher prise un peu aussi sur... c'est le lâcher prise, ouais. Okay. C'est la voie du lâcher prise. Mais tous les grands sages spirituels finalement arrivent à ça à la fin. Juste Vipassana, c'est une méthode de méditation empirique qui te permet d'y arriver, quoi. Okay. Qui te permet de rewire ton cerveau pour agir dans ta vie de cette manière-là. Et c'est radical. Donc, moi je peux que encourager, mais tout le monde de le faire, quoi. C'est un saut dans le vide, il faut réserver, y aller sans trop se poser de questions, et après tu souffres une fois que tu es là-bas. Mais ça te rebranche ton cerveau, et ce nouveau branchement, je peux vous dire, il est beaucoup plus agréable pour vivre la vie, quoi. Ah, ok. Ouais. Dans l'acceptation de ce qui est, quoi, aussi, c'est ça, quoi. Ouais. Exactement. Bon, c'était très long et confus cette réponse, désolé. Non, c'était super intéressant, t'inquiète. Mais il y a un auteur dont tu parles souvent, c'est Ken Wilber. Ouais. En quoi cet auteur, il a nourri ta quête de sens, toi? Ou en tout cas, il a répondu aux questions que tu te posais? Il y a une époque, j'étais très attaché aux concepts. Je pensais qu'on pouvait comprendre tout le monde avec les concepts et que voilà, c'était vraiment moi j'étais vraiment dans une recherche de concepts, de modèles mentaux qui allaient pouvoir comprendre la réalité, quoi. Un truc un peu comme ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul par rapport aux concepts. Je trouve qu'ils sont intéressants dans le monde des concepts, dans la réflexion, mais qu'il faut les laisser exister dans le monde des concepts. Pas essayer de les appliquer et de vivre par ce truc-là, sinon tu as une vision très réduite de la réalité en réalité. Okay. Si tu essayes de tout voir par les concepts. Et moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est de dire il faut aller through les concepts. Tout le monde dit qu'il faut aller deep, il faut aller en profondeur dans les concepts. Moi, je pense qu'il faut aller à travers les concepts, c'est-à-dire le comprendre suffisamment profond pour pouvoir le réutiliser, l'employer, etc. Mais aller tellement profond que tu sors de l'autre côté, quoi, et que tu vois le concept dans ses limitations et dans son champ d'existence et son champ d'intérêt, sans essayer d'aller trop dedans. J'ai fait une aparté simplement pour dire qu'aujourd'hui, peut-être Ken Wilber a moins de pertinence pour moi. Mais en tout cas, à l'époque, il en avait beaucoup. Et donc, pourquoi je trouve que sa pensée est géniale? Parce qu'en fait, il a créé le modèle de pensée qui transcende et inclut le plus d'autres modèles, qui est le plus vrai. Donc, en gros, il s'est dit, aujourd'hui, on a accès à tout le savoir de l'histoire de l'humanité, mais on n'a aucune manière de le comprendre de manière intelligente. Par exemple, on sait qu'en Orient, ils ont les états de conscience, toutes les traditions, voilà, dans les sutras, etc. Ils expliquent plein de choses intéressantes, quoi. Et puis en psychologie occidentale, on explique plein d'autres choses. Les niveaux de conscience, les besoins, les parts, etc. Mais les deux n'ont aucun lien. Apparenté, les états et les niveaux n'ont pas de lien. Comment tu transcendes et intègres tout ça? Comment tu analyses tout ça? Comment les deux coexistent? Et comment en fait tout le reste des découvertes qui existent, tous les modèles mentaux peuvent coexister? Et lui a créé un modèle mental qui fait tout coexister, qui s'appelle l'approche intégrale. Il y a 5 outils principaux, les cadrans, les lignes de développement, les niveaux de la spirale, il y en a plein, les états de conscience, les types, voilà, c'était les 5. Et il les a tout mis dans un modèle cohérent, qui est le système ACAL, et ça permet de mieux analyser la réalité, de mieux comprendre, aussi de s'auto-observer pour évoluer mieux dans sa vie, et pour analyser aussi n'importe quel problème, c'est l'approche la plus pertinente pour le faire. Donc moi, ça m'a vraiment fait évoluer, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le philosophe et le penseur qui est le plus intéressant à étudier, en fait. Ok. Et ça reste accessible ouais. Franchement, oui. Il a écrit des livres, par exemple, Pratique de vie intégrale, où moi j'ai fait une série de 6 vidéos sur ma chaîne YouTube, où en fait, il applique ça à l'individu. Okay. Donc, en fait, il va te dire, essaye de te développer dans toutes tes lignes de développement, cartographie ton développement, apprends les états de conscience et puis en même temps les niveaux. Donc, il va te dire comment l'appliquer à ta vie, quoi. Après, par contre, si tu veux rentrer dans
Ses livres, par exemple Religions of Tomorrow, où il analyse c'est quoi une religion quand tu la détaches le principe de la religion du niveau de conscience. Enfin, c'est des trucs fascinants. Ou des livres. Voilà. Bon, après, tu peux aller beaucoup plus loin dans sa recherche et dans sa brillance d'esprit, Ok, mais si tu veux juste te contenter d'utiliser l'approche intégrale pour toi et ta vie, ouais, c'est simple. ok, ouais. Donc tu conseillerais ce livre-là Pratique de vie Pratique intégrale, de c'est vie une bonne intégrale. manière pour commencer, ouais. Ok, Sinon, après, son livre, euh, ouais, Sexe, écologie, spiritualité, son premier qui fait 800 pages, qui est impossible à lire, c'est la source, ok, la première source. ok, incroyable. Et justement, toi, ta vision, on dirait que tu vois la vie comme un terrain de jeu un petit peu, tu vois. Et d'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus qui était assez intéressante. Qu'est-ce que tu entends par là? Par le fait de voir la vie comme un jeu, en fait. Bah, en fait, la vie est super simple et fluide, quoi. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, quoi. Moi, je trouve que la composante fondamentale de la vie, c'est être avec des gens que t'aimes, faire des activités que t'aimes et être dans des états de présence où t'es pleinement immergé dans l'instant présent, dans la réalité, tu kiffes, t'es dans l'amour. Enfin, c'est ça la vie, quoi, fondamentalement. Une fois que t'as trouvé ce qui te fait kiffer, les gens avec qui t'as envie de kiffer, enfin, tu vois, la vie c'est simple, quoi, tu vois, fondamentalement. Après, t'as tout un travail pour t'enlever toutes les croyances que t'as mis dans ton éducation, je dois faire ça, les astreintes, etc. Mais une fois que t'as enlevé tout ça, après, tu peux designer ta vie relativement facilement, quoi, pour vivre ce que t'as envie de vivre. Euh, voilà, donc c'est un peu ça, quoi, tu vois. Ça paraît peut-être un peu, je sais pas, prétentieux ou simple, comme ça, dit. Mais ouais, moi j'ai vraiment ce sentiment que, enfin, je sais pas, on a été mis sur Terre pour vivre des expériences de vie extraordinaires. On peut choisir lesquelles on va vivre, avec qui on va les vivre. Tu sais, sur Terre, tu veux vivre la dépendance affective, le désespoir. Tu peux le faire, tu peux aller dans ces émotions extraordinaires, c'est un terrain de jeu, tu vois. Tu veux vivre le fait d'avoir un super métier, une super bagnole, d'avoir le pouvoir, la domination dans un système qui est que basé sur des croyances collectives. Tu peux l'avoir aussi, tu sais. Tu peux l'avoir avec du recul, sans recul, enfin comme tu veux, quoi. Tu veux vivre. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. Quand tu commences à avoir ce recul sur la vie, c'est un jeu, quoi. Tu vois tous les gens qui sont collés à leur personnage, qui sont vraiment dans leur quête. Tu vois, enfin, c'est fou de voir des gens comme ça, tu vois, la défense, qui veulent leur boulot, qui sont super attachés, qui sont. Et tu vois, et de voir qu'ils vivent ça, quoi, pour de vrai. Alors qu'en fait, c'est quoi leur vie, quoi. De voir qu'ils sont dans leur personnage, mais que toi, une fois que tu l'as compris, tu peux jouer, quoi, tu vois, tu peux incarner ce personnage, tu peux jouer avec les codes, tu peux jouer avec des leviers, c'est SimCity, tu vois, le truc. Ouais, Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la vie, quoi. ok, énorme. Et toi, qu'est-ce qui t'anime et te drive au quotidien? Qu'est-ce qui, voilà, qui te donne du sens un peu au quotidien? Ouais, c'est une bonne question. Je me pose pas trop la Ça, c'est la question. question, ouais. Je pense pas. Ok, Très fluide, ce qui me drive, c'est suivre mes curiosités, suivre mes ouais. envies, suivre ce qui me fait kiffer, l'amour, tout ça. Ok. Et est-ce que tu penses que tu as une mission de vie ou pas Bah, je pense forcément? que je la découvrirai un jour. Ouais, Quand je regarderai ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois, ouais, je serai là, putain, waouh, quoi. J'ai aidé beaucoup de personnes à faire ça, encore déjà aujourd'hui, tu vois, j'ai aidé ouais. plein de personnes à faire plein de trucs. Mais ouais, je me dirais à la fin de ma vie, je pense, ouais, waouh, mais je sais pas, tu vois, je pense Ouais. que. Moi, je suis assez d'accord avec Steve Jobs, c'est dans sa conférence à Stanford, il dit ceux qui croient qu'ils ont trouvé leur sens, leur mission de vie, enfin, tu vois, en vrai, il y croit pas trop, tu vois, à ça. Il Ouais. dit juste, tu fais ce que tu as à faire, ce que la vie te propose, et puis après, tu connectes the dots. Tu sais Ok. pas pourquoi ça t'arrive sur le moment, t'es en mode, pourquoi vous m'envoyez ça la vie? Mais en fait, 10 ans plus tard, tu te rends compte que si t'as pas eu ce financement, si cette personne t'a quitté, etc., c'était pour arriver là où t'en es aujourd'hui, quoi. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça, quoi. Faut arrêter de se prendre la tête et faut vivre un peu, quoi. Tu vois? Carrément. Ouais. C'est sûr que c'est toujours a posteriori que les choses prennent leur sens. Et Ouais, ça, c'est c'est ça. incroyable quand tu t'en rends compte après coup. Donc, en fait, on a du mal sur le moment en fait présent à se dire ça prendra son sens plus tard. C'est dur, quoi. Mais en Ouais, fait, c'est ce qu'il faut faire, quoi, je pense. C'est faire le max au moment présent et avoir confiance, quoi, sur le c'est reste. ça. Ouais. Et avoir les ressources aussi pour s'en Ouais. détacher dans le moment présent. Ouais. Parce que, enfin, c'est pas facile, hein. Ouais. C'est clair. Bah ouais. Bah, surtout que, tu vois, on est dans un monde où il y a beaucoup par exemple, tu vois, de news négatives. On est tout le temps en train de nous dire que ça va mal, que, tu vois, il y a un climat qui est un peu anxiogène avec, voilà, quand on pense tu vois, au réchauffement climatique, on parle de guerre, on parle de tension sociale. Comment on fait justement pour garder son enthousiasme et sa joie alors qu'on passe, enfin, tu vois, on est vachement bombardé de news négatives, etc. Comment tu fais, toi, par exemple? Moi, je regarde pas les news. Ok, tout simplement. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, Ouais, bah,
Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment le truc de designer sa vie, quoi. Tu vois, moi, je sais que mon but, c'est vivre dans l'amour, comme je t'ai dit. Je sais que pour arriver à ça, quoi, il faut que je design ma vie d'une certaine manière, que j'habite à la campagne, euh, que, je sais pas, je vive de telle manière avec tant d'argent, que j'ai pas envie du tout de... Tu vois, je me considère pas vraiment comme citoyen français engagé, quoi. Enfin, je sais même pas enfin, je sais limite qui est le président, mais tu vois, demain il y aurait une élection, je le saurais pas, tu vois. Enfin, moi, je suis vraiment désengagé. J'ai pas envie juste de participer à ces systèmes-là, c'est pas mon jeu, c'est pas ma vie, tu vois, j'y participe pas, quoi, en fait. Ok, tu préfères te concentrer sur ce sur quoi tu as de la prise en fait et t'as de. Ouais, ouais, En ouais, gros, ouais. ouais. Mais, et puis il y a des sujets qui m'intéressent, tu vois. Enfin, je suis vachement conscient de ce qui se passe dans le milieu de la biologie, de la génétique, de l'IA. Enfin, il y a des sujets vraiment qui m'intéressent, même de la bourse, de la macroéconomie, tout ça. Là, je m'intéresse. Mais la politique, ça n'a pas d'intérêt dans ma vie. J'ai pas envie de m'y intéresser. Je sais même pas ce qui se passe, tu vois. Ouais. La guerre, c'est tellement loin de moi. Je veux même pas, tu vois, savoir de quoi il s'agit, quoi. Hmm. Donc ouais, c'est aussi designer ses membranes pour savoir ce de quoi tu as envie d'être conscient. Si tu sens que les news, ça te rend anxiogène, ben, arrête les news, quoi. Enfin, Ouais. tu vois. Ouais. Ah, c'est clair. Il y a un moment, faut prendre action, quoi, tu vois, dans sa vie, Ouais. je pense. Ouais, il y a une part de. En fait, on est obligé d'avoir une forme de discipline Ouais, au quotidien et parce que sinon on se fait on peut très vite se faire je trouve enfin si on n'est pas intentionnel en fait dans sa consommation de contenu etc ça peut être vite assez anxiogène quoi. ouais. Voilà. C'est ça, mettre un peu d'intentionnalité. Moi vraiment, enfin, du coup, j'ai une formation là-dessus. La première étape, c'est définir une stratégie d'acquisition des connaissances. C'est qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, pourquoi tu as envie de l'apprendre, dans quel projet tu vas le mobiliser, déjà, première question. Et une fois que tu sais ça, quel va être ton pourcentage de livres, quel va être ton pourcentage je sais pas, de séries, de documentaires, de YouTube, enfin, tu vois, tout ça. Et est-ce que ce pourcentage-là, et les temps que tu associes à chaque pourcentage, va pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs, quoi. Hmm. Enfin, avoir un peu une stratégie claire, quoi. Et une fois que tu as ça, ok, du coup, tu veux lire tu veux lire 3 heures par semaine, mais c'est 3 heures dans ton calendrier. Tu vois, enfin, c'est une démarche très pragmatique, en fait, ce que je fais Hmm. pour designer sa vie, quoi, je trouve. Ouais, carrément. La vie c'est avant tout des rencontres comme disait Edouard Baird. Toi tu as un mentor Bruno Marillon c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour trouver un mentor en fait? Est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle ou est-ce que c'était une démarche consciente? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu recommandes en fait pour éventuellement si des gens cherchent, enfin tu vois moi si je cherche un mentor, comment je dois m'y prendre? Est-ce que c'est plutôt au feeling? Voilà, en parlant de ton expérience. Hmm. Bah alors Bruno Marion, moi je l'ai rencontré enfin, par hasard, quoi. Il m'a envoyé un mail, ça faisait à peine 4 mois que j'avais lancé mon business, j'avais je sais pas, 16 ans. Il m'a envoyé un mail en mode, bon bah, il y a mon ami Benoît de Bonne Gueule qui te connaît, un ami en commun, qui m'a envoyé ta vidéo, je l'ai bien aimé, si t'as besoin d'aide ou un moment, je suis là pour toi, pas de problème. Je suis là, bah ok, faisons un appel et tout, on a fait un appel, j'ai vachement accroché avec lui, lui aussi avec moi. Et je sais pas, moi aussi je suis un peu, enfin, s'il y a un truc qui me plaît, j'y vais à fond, quoi. Du coup, il me dit, ouais, j'habite dans une maison résiliente. Je fais, bah, je peux venir visiter ta maison résiliente avec des panneaux solaires, un potager. Il était, oui, oui, vas-y, viens. Du coup, je suis allé chez lui, ça s'est super bien passé, et puis naturellement, il m'a proposé d'être mon mentor, quoi. Et il a joué un rôle crucial pour moi parce que il m'a aidé il m'a fait découvrir l'approche intégrale, et il m'a aidé sur des sujets de, justement, de design de vie, quoi. Ok. Disons que il m'a permis justement de me mettre dans la position d'observateur, de me rendre compte que bah, ce que j'allais faire à l'époque, créer une start-up avec des familles, tout ça, pour créer enfin, des plateformes, moi, je voulais faire des trucs un peu débiles à l'époque, quoi. Bah, voilà, c'était pas forcément pour les bonnes quêtes, pas forcément pour les bons objectifs. Il fallait se rendre compte de la conséquence de ses choix sur son mode de vie, tout ça. Enfin, donc il m'a fait prendre énormément de bonnes décisions. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, quoi. Ok. Voilà. Maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est de reconstruire une relation. Quand tu as eu cette relation mentor-menti, c'est savoir aussi quand c'est le bon moment de lâcher cette relation Hmm. et d'évoluer vers autre chose, quoi. Moi, aujourd'hui, c'est ça l'enjeu dans notre relation avec Bruno, c'est comment on redevient amis et puis cette relation de mentor-menti, quoi. Ok, trop bien. Et toi, tu es aussi mentor d'autres personnes ou un peu plus ou moins? Ouais, bah, je coach pas mal de gens et puis, ouais, quand. Enfin, là, en ce moment, je coach pas 30 personnes en même temps, un truc comme ça, Ok, dans des programmes et autres. Ouais, bah, si les gens peuvent bénéficier de mes conseils, ouais, j'aime bien les donner, quoi. trop cool. Et quelles sont les personnes qui, toi, t'inspirent le plus ou t'ont le plus inspiré dans ton parcours? Est-ce qu'il y en a des personnes en particulier qui t'ont inspiré? Euh, Bah, il y a un moment où je voulais vraiment être comme Ken Wilber, quoi. Ok. Tu sais, Ken Wilber, en fait, quand il décrit sa routine, moi, je la trouve merveilleuse.
il se lève, je sais pas, à 5 heures, il se lave même pas les dents, il va direct devant son carnet, il écrit jusqu'au moment où il est épuisé, quoi. Souvent, ça dure jusqu'à midi, il écrit, je sais pas, 10 heures. Et après avoir écrit tout ce temps, déjà, pendant qu'il écrit, il dit qu'il a un mirror mind, donc il médite tellement le mec qu'il a plus aucune pensée, plus rien. Le rôle de son mind, donc son mental, c'est simplement de refléter ce que la créativité cosmique lui envoie, quoi. Tchouk, tchouk. Mais tu vois, et moi je le sens à des moments, donc je vois de quoi il veut parler. Enfin, c'est fou, quoi. Donc il est comme ça, il écrit. Et il est connecté à cette créativité cosmique, il médite, il a une vie idéale, il a des bonnes relations. Enfin, moi j'étais là, je veux être lui, quoi, tu vois, en vrai. Ouais. Tu vois, je veux être à fond dans la recherche intellectuelle des concepts et tout. Bon, là aujourd'hui, je m'en suis complètement éloigné. Moi, je veux même plus trop toucher aux concepts, je veux plutôt être dans le corps, dans une recherche de ce que je vis dans mon corps et dans les. Voilà, ça. Donc aujourd'hui, il y a, il y a plus grand monde qui m'inspire, tu vois. Il y a des gens que je kiffe, tu vois, Ouais. mais une source d'inspiration modèle, non. Ok. Voilà. Après, j'aime bien Ido Portal, par exemple, qui a une belle recherche sur le mouvement, je trouve. Ok. Pas mal de gens que je connais qui sont pas connus dans le mouvement, dans la méditation, dans tout ça. Ok. Et ouais, justement, dans le mouvement, tu veux démocratiser la danse consciente. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est Ouais, quoi? bien sûr. Bah, déjà, je vais peut-être définir la danse Ouais. consciente pour les gens. Bah, en fait, la danse qu'on fait habituellement, la plupart des danses, c'est des danses qui sont destinées à produire une forme. Par exemple, le ballet, tu as un répertoire de 100 mouvements, tu dois les faire de manière la plus parfaite possible. Le flamenco, enfin, tous les danses de base, tu vois. La danse consciente, l'idée, c'est de mettre le processus de la danse, non pas sur la production de la forme, mais sur le processus de la danse lui-même. Il faut juste être conscient dans l'instant présent, dans ton corps, dans tes sensations, et danser, pour libérer des émotions, pour processer des choses, pour vivre un trip, pour peu importe ce que tu fais, tu vois, l'intention. Ouais. Par exemple, le buto, c'est une danse consciente, tu vas être dans l'extrême lenteur, dans la sensation, dans la recherche de trip, d'une expression viscérale des émotions, tu vois, c'est le buto. Tu peux faire de la contact improvisation, tu es à plusieurs, et tu vas sentir le contact de la tierce personne qui te fait danser à deux, le contact de l'autre, de l'énergie de l'autre, du flow, où est-ce que ça t'amène, le duo. Voilà, peu importe factuellement ce qui se passe dans la danse, du moment que tu es concentré sur le processus de la danse lui-même et qu'il n'y a pas de forme, c'est de la danse consciente. Donc voilà, ça c'est. Ok. Et moi je suis fasciné par ces formats de danse-là, parce que c'est là où je me sens le plus vivant. Enfin, c'est merveilleux quoi, d'être là, de lire un poème, d'interpréter un poème dans ton corps, de le vivre, de le danser. Hmm. C'est ça la vie quoi pour moi. Et je me rends compte que quand les gens testent la danse extatique, par exemple, pour la première fois, juste un DJ set, 1h30, pas de drogue, juste tu danses, quoi. Et comme tu as de l'espace, et que c'est dans un espace de non-jugement, tu peux vraiment explorer, tiens, comment mon cœur il bouge, et pas juste droite-gauche. La plupart des gens, ils font ça. Après, ils sont émerveillés, ils y retournent toutes les semaines, etc. Ça les libère. Ils arrivent à process des énormes émotions de colère, de trucs dans la danse. C'est génial. Sauf qu'une fois qu'ils ont fait la danse extatique, bon, bah, comment je vais plus loin, quoi? Comment j'approfondis, comment. Moi, j'ai un gros passé dans la danse, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine, j'étais à l'Opéra de Paris, etc., en classique. Donc, je vois un peu la carte de progression, tu vois. Même Vipassana, ça aide énormément. Donc, du coup, j'ai envie ouais, effectivement, d'aider les gens qui sont un peu débutants dans ce milieu-là à mieux naviguer dans le monde de la danse consciente et à trouver comment ils pourraient approfondir dans ce milieu pour approfondir leur pratique. Hmm. Trop bien. Il reste encore quelques petites questions. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et que tu aimerais nous partager? Bah, The Surrender Experiments. Ouais, tu vois, ouais. Franchement, en ce moment, si vous l'avez pas lu, moi, c'est un des livres qui m'a le plus touché. Ok, top. C'est un témoignage authentique et clair. Sinon, après, il y a aussi un livre que j'aime bien de Daniel Audier, un truc sur le tantra, je sais plus, l'amant tantrique ou tantra quelque chose, je sais plus comment il s'appelle le titre, mais Ok. Qui est plus sur quoi là, en gros? c'est un chemin spirituel. C'est que moi, j'aime bien les livres témoignages romancés. Ok. Ça me plaît bien. C'est un mec qui s'appelle Daniel Audier, qui fait des super stages de tantra, si vous voulez les faire, c'est vraiment top. Et il a écrit un livre qui raconte son histoire, où il a été en Inde. Il est tombé par hasard, pareil, par le flot de la vie qu'il a porté là, sur une sage au bord d'une rivière, une gourou tantrique, je sais pas comment on dit. Et il s'est formé avec elle, dépouillé de tout, au bord de la rivière pendant 6 mois, tous les jours, à méditer, etc., à aller plus dans le monde du tantra, des sensations, d'une expérience humaine différente de celle auquel tous les Occidentaux ont accès, quoi. Ok. Une expérience par les sens, par le samadhi, la méditation, l'énergie.
c'est fou, en fait, quand tu commences à te rentrer dans ce monde-là, tu te rends compte, putain, nous, on connaît rien, quoi, de l'expérience humaine. On connaît un truc dans un jeu qu'on a créé, on connaît un jeu, quoi. Mais il y a 99% des autres jeux qu'on connaît. Donc voilà, ce livre-là, il est pas mal. Quand tu connais pas le monde de la spiritualité, putain, il te... Ouais. C'est vrai qu'on est dans une société qui essaye vachement de rationaliser et on manque justement cette ouverture peut-être aussi un peu plus spirituelle. Et c'est vrai que c'est des bons moyens de se reconnecter à ces livres, etc. pour découvrir cette réalité à laquelle on passe vraiment à côté, quoi, malheureusement. Non, mais vraiment. Ouais. En fait, de plus en plus, moi, je me dis, si tu décides de vivre le jeu occidental à fond, d'avoir un boulot, un truc, machin, enfin, c'est... on dirait vraiment un jeu Monopoly, tu vois, c'est fou, quoi. Bon, si tu décides de jouer ce jeu-là, bah, tu passeras probablement à côté de 99% de l'expérience humaine, quoi. Tu découvriras pas qu'est-ce que c'est le corps énergétique, qu'est-ce que c'est l'amour véritable, qu'est-ce que c'est... tu découvriras pas toute la magie de l'expérience humaine, quoi. Il y a encore des milliards de trucs que j'ai pas découverts. Tout comme si tu prends pas de psychédélique, tu te rendras pas compte que ton cerveau, dans un équilibre chimique classique, il perçoit 1% de ce que tu peux réellement capter. Et quand tu prends un petit peu que tu changes légèrement la chimie de ton cerveau, il peut capter d'autres pans de la réalité, des mondes parallèles, des trucs que tu n'imaginerais pas qu'ils existent, quoi. Mais ils sont là, ils existent, c'est juste que... Donc voilà, quoi. Est-ce que tu as envie d'expérimenter l'expérience humaine à fond? Si oui, bon, bah... Peut-être que c'est pas le moment de prendre un boulot, un truc, tu vois. Faut s'ouvrir à ce qui est différent. Moi, c'est le voyage qui m'a pas mal aidé à me rendre compte, en fait, à quel point on était dans un moule, dans une façon de voir les choses. Et que, en fait, c'était pas la vérité absolue, quoi. Et que je trouve que le voyage, c'est une bonne manière aussi de s'ouvrir et de découvrir d'autres manières de penser le monde et de vivre, quoi, tout simplement. Je sais pas si le voyage, toi aussi, ça t'a... Oui. T'as pas mal voyagé aussi, ouais. Ouais. Moi, le voyage, ça m'a beaucoup transformé, ouais. Ouais. Vivre à l'étranger, c'est... Mais vivre à l'étranger, tu vois. Le voyage, c'est cool, mais vivre à l'étranger, moi, c'est ça qui m'a vraiment transformé. Ouais, ne pas être dans une consommation un peu de voyage comme on a peut-être habituellement. C'est ça. C'est vrai, quand tu fais un tour, quoi, de plein de pays, bon, tu vois quelques trucs, Bon, si t'as jamais voyagé, c'est bien, hein, tu vois. Tu te rends compte, quoi. Putain, les gens, ils vivent comme ça. En Thaïlande, je sais pas, ils sont heureux... alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et en fait ils chillent la journée, quoi. Ouais, c'est clair. Chiller, c'est la vie, quoi, tu vois. La famille, d'autres valeurs. Mais quand tu vis dans un lieu, ça te permet de te reconstruire, je sais pas, de construire une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Et quand tu changes de lieu tous les 4 mois, par exemple, bah t'es une nouvelle personne dans chaque lieu, quoi. Carrément. Moi, tu vois, je suis en Afrique du Sud, je vais être un mec qui parle pas beaucoup, un peu timide, solitaire, introverti, qui apprend la méditation et qui fait du yoga, tu vois. Bah, c'était ça mon truc, quoi. Après, je suis allé, je sais pas, dans un autre pays, et là, je suis le mec qui va faire la fête tous les soirs dans tous les festivals, qui veut être un peu populaire, et en fait, c'est ça aussi la vie, tu vois, moi, c'est ça qui me plaît dans le voyage, en fait. C'est ça, c'est génial de pouvoir jongler entre les identités, c'est incroyable. Vraiment, ouais. J'aime beaucoup aussi. C'est ça. Et, je sais pas, j'ai envie de dire un truc sur l'écologie, mais je sais pas si c'est profond. T'inquiète. Parce que moi, j'ai rencontré des gens récemment qui m'ont dit, moi, je veux pas voyager parce que j'ai pas envie de prendre l'avion, quoi. Et toi, tu voyages, tu devrais pas prendre l'avion. En fait, ma position sur l'écologie, et j'ai envie de la dire en fait à un moment, quelque part sur un podcast, donc je l'ai dit aujourd'hui. Non, c'est... le système est trop complexe, trop vaste, avec trop de variables et trop d'incertitudes pour, à mon avis, qu'on puisse avoir une différence, quoi. Donc, dans tous les cas, il y aura un effondrement, dans tous les cas, la température va augmenter, donc bon, voilà, c'est ce qui est. Et peu importe, c'est le flot de la vie, je sais pas, l'intelligence humaine ou l'intelligence végétale va évoluer autrement. Enfin, voilà, faut se détacher, faut pas avoir peur de la mort. Pour moi, c'est ça, quoi, en gros. Mais par contre, là où on peut faire quelque chose, c'est apporter de la résilience le plus possible. Justement, de la résilience, par exemple, psychologique aux gens. Leur dire ce à quoi vous êtes attaché, ce qui va peut-être perdre s'il y a un effondrement économique ou autre. Peu importe, c'est pas ça qui est important dans la vie. Il faut pas essayer de construire ça, tu vois. Ça fait de la résilience psychologique, leur apprendre à méditer, etc. Construire de la résilience énergétique aussi. Que si chacun mettait des panneaux solaires, on aurait un smart grid, on serait beaucoup plus résilient, tu vois. Même si effectivement les panneaux solaires ça pollue, c'est pas la bonne solution, tu vois. Si tout le monde crée un potager, savait comment cultiver, etc., bah, on aurait un peu plus de résilience. Tu vois, donc construire de la résilience pour soi, psychiquement et physiquement, autour de soi dans sa communauté, et plus largement dans une communauté plus large en inspirant d'autres gens parce que tu documentes, quoi. Et
Ouais, pour moi, c'est ça, quoi. Et prendre un peu de recul sur les choses, quoi. Mais en tout cas, si ce qui vous empêche de voyager, c'est l'avion, faut y aller, quoi. Et puis, je sais pas, moi, toujours dans ce truc de flow de la vie, c'est un peu mystique et tout, mais moi, j'ai vraiment cette impression que, enfin, tu vois, si les humains ont été capables de créer les avions, de se coordonner, etc., pour arriver à ce niveau-là dans l'évolution, Ouais. c'est pour une raison, quoi. Enfin, tu vois, il y a Ouais, pas. c'est clair. Le but des humains, ça a été de se déplacer, de découvrir, d'explorer, la curiosité, c'est sûr, Mm. ce drive, quoi. C'est clair. Les avions, c'est juste la prolongation de ça, quoi. Donc, Mm. enfin, je sais pas, voilà, faut s'en servir, quoi, faut évoluer. Mm. Voilà. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle L'économie symbiotique. Enfin, j'avais lu pas en entier, mais des passages où elle disait qu'en fait, je crois que c'est Isabelle Delannoy ou quelque chose comme ça, qui disait que en fait, les ressources sont finies, mais ce qui est infini, c'est l'intelligence en fait et la capacité à créer de l'information, à échanger de l'information. Et en fait, c'est incroyable, c'est que le système enfin, humain est absolument comme la nature en fait, où c'est de l'échange d'informations qui va faire qu'on va innover, qu'on va s'enrichir intellectuellement et qu'on va progresser et trouver des meilleures manières de faire. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis que bah, en fait, on va toujours à trouver cette résilience. Enfin, je suis persuadé que l'humain a des ressources incroyables, quoi, j'espère on va y arriver, hein. Absolument. Ouais. Et d'habitude, je demande à mes invités quels conseils ils donneraient à leur eux de 20 ans. Là, je Ça, peux c'est l'année pas. prochaine. Du coup, quel conseil tu donnerais au Elliot de 12 ans qui se lance dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Ouah. Hmm. Non, je pense pas. Non? Je pense que je lui dirais rien. Ok. Bah non, parce que bah, je suis conscient que bah, pour évoluer, il faut être immergé à fond Ok. dans chaque état dans lequel t'es, tu vois. Je suis convaincu que dans 5 ans, j'aurai pas du tout la même manière de penser, mais j'aurais pu évoluer parce que j'ai vécu à fond ce que je pense, tu vois. Ok. Tu vois je sais pas Donc, tu vois, si je lui dis, il pense comme ça, bah en fait, non, je pourrais pas réellement penser comme ça parce que j'aurais pas pensé autrement avant. Ok. Donc, je pourrais pas m'en différencier et comprendre. Donc, non, je dirais rien, je pense. Ok. Ou peut-être médite, fais du sport, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, je le faisais déjà. Donc. Ouais, donc en fait, c'est vraiment fais l'expérience de la réalité, vis ce que tu as à vivre et tire-en des leçons, quoi, et apprends en fait à itérer en fait en fonction de ce que tu ressens, d'être à l'écoute en fait aussi de soi, c'est quand même un peu ça aussi Ouais, que je perçois. Ouais. ouais, être à l'écoute de soi et vraiment, on n'est rien à foutre de ce que les autres veulent de toi, quoi. Ok, ouais, ça c'est le conseil carrément. Ouais, vraiment, quoi. Parce que c'est vrai que les conventions sociales, le poids du regard des autres, c'est quelque chose qui peut être qui peut nous brider clairement, quoi. Ça, Ouais, tu penses que, ouais, ouais, clairement. ouais, bah, Se détacher de ses peurs par rapport à ça, quoi, c'est aussi. ça. Ouais. Comment? Comment? Non, mais c'est vrai, C'est comment, vrai, quand comment? t'es dans un entourage, comment? Bah, partir en voyage, hein. Ouais, Honnêtement, il y a un moment où il faut dire fuck, faut se reconstruire et faut revenir reconstruire, hein. c'est ce que j'ai fait. Bah ouais, bah non, mais t'as Ouais, raison. clairement, non, mais c'est ça, ouais, Moi, en tout clairement. cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour Toi moi. aussi, ouais. Il y a un moment où t'es obligé de t'extraire, quoi. Mm. Et il y a un moment où t'es obligé de revenir avec du recul. Tu sais que ta relation, elle sera jamais plus pareille. Toi, t'as évolué, tu t'es rendu compte, t'as gagné en conscience sur énormément de points. Tu reviens, les autres, ils ont pas bougé. Ils sont Ouais. toujours collés avec Ouais. leur truc de métier, leur peur, leur truc. C'est ouf. Toi, t'as surmonté énormément de ça, t'as évolué. Tu reviens, bon, t'as une relation qui est moins. T'as moins d'intimité spirituelle avec ces gens, Ouais, quoi. c'est ça. Et bah, c'est normal, hein. Enfin, c'est la vie. Ouais. Tu vois, il faut pas en être triste et pas avoir de culpabilité. Mm. Mais c'est que c'est compliqué, hein. C'est super compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est clair. Les relations pour ce truc-là, putain. Ouais, clairement. Mais moi, ça me parle pas mal parce que c'est à partir du moment où j'étais en voyage que j'ai eu le courage, entre guillemets, de lancer mes projets, de faire des vidéos, de publier sur Internet, etc. Bah, parce que rien que le fait d'être loin géographiquement, bah, forcément, tu t'es moins attaché, t'as moins peur et t'es en mode plus balèque, quoi. Et tu tentes, tu oses, et tu vois ce qui se passe. Ouais, c'est pour ça que voyager, c'est vrai que c'est un bon conseil, je pense. Ouais, vraiment, vraiment, voyager, Prendre des ouais. temps seul aussi, apprendre à être seul. Ça te donne une confiance que. Enfin, après, t'as plus peur en fait d'être seul et rien que ça, c'est assez ouf, quoi. Tu prends un détachement par rapport au regard direct des autres et tout, c'est top, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Trop. Est-ce que tu as des gens à qui tu penses qui serait intéressant d'avoir dans ce podcast? Est-ce que tu as une passe décisive à faire Une passe décisive. Quelqu'un qui a vraiment designé sa philosophie de vie et qui. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Euh, J'ai personne en particulier en réalité. Ok, J'ai personne en particulier. Par contre, je pense que la topologie de gens que moi j'aimerais bien écouter sur ce type de podcast, c'est des gens qui se sont retirés de la société et
et qui ont designé une vie solitaire enfermée sur eux. Ok. Par exemple, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Yann Solo, je sais plus, enfin, il y a une petite chaîne YouTube, je crois. Mais il a décidé de vivre une vie un peu ermite, renfermée sur lui, dans une autosuffisance, un peu, tu vois. Ok. Et moi, je suis curieux de savoir, putain, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, quoi. Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils sont arrivés à un point où ils ont été autant désabusés du système qu'ils ont voulu, tu vois. Ok. Et pas... Donc voilà, moi je suis intéressé par des gens comme ça, quoi. Ah ouais, pour comprendre quoi, vraiment le Pour mécanisme. comprendre, parce Ouais. qu'à la fois ils sont abstraits du système, Ouais. mais à la fois ils se sont créés une vie qui est... Enfin, moi qui me parle pas. Donc je Ouais. voudrais savoir ce qui se passe dans leur tête. Ok. Voilà. Cool. Et ils sont pas souvent interviewés, quoi. Ouais, c'est vrai. Ces ermites, Ok, quoi. intéressant. c'est un peu... Ouais, une bonne idée. Des gens vraiment introvertis, tu vois, à fond. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, j'ai une dernière question. Vas-y. Si tu avais un message à faire passer au monde, ça serait quoi? Bah, la vie est un jeu, hein. Ok. Mais personne ne comprendrait le message. Ok, très bien. Bah, écoute, tout simplement, merci. C'était super, super intéressant Merci à toi. d'avoir ta vision. On a parlé de plein de thèmes, c'était trop cool. Et j'espère que voilà, ça donnera des idées à ceux qui vont écouter. En tout cas, moi, ça m'a ouvert aussi un peu l'esprit sur certaines choses, donc c'est top. Trop bien, trop content. Écoute, à la prochaine. C'est quoi tes projets là, à venir? T'en es où là? Toute ma vie est en bouleversement actuellement, donc je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. Ok, bon bah écoute, on va Mais suivre ça. des on nouveaux va- trucs qui vont émerger. Ouais, c'est sûr, comme d'hab. Ouais. Résilience Résilience, et voilà. confiance en la vie. Toujours, toujours. Trop bien. Bah écoute, à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Sagesse Moderne. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a plu. Alors je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à me faire vos retours sur l'épisode. Ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Encore merci à vous et à très bientôt sur Sagesse Moderne.